Des images prémonitoires publiées 6 ans avant les attentats du 11 septembre 2001. Des phrases ambiguës, des dessins troublants, des associations d'idées qui aujourd'hui paraissent beaucoup trop précises pour être le fruit du hasard. En 1982, un créateur de jeux américain du nom de Steve Jackson lance un jeu avec un titre pour le moins suspect. Illuminati, le jeu de la conspiration. Le principe, les joueurs s'affrontent pour prendre le contrôle du monde. À coups d'alliances douteuses, de manipulation politique, de désinformation, de moyens légaux et illégaux. Une sorte de monopoly occulte où la stratégie passe par la corruption, les coups bas, les coups d'État et même les pactes surnaturels. Bienvenue chez Nadia. À l'époque, tout le monde prend ça pour une satire, une blague, une exagération ludique. Rien de bien inquiétant. Mais en 1995, tout change. Jackson publie sa nouvelle version du jeu, Illuminati, le nouvel ordre mondial. Cette fois, il ne s'agit plus de contrôler le monde. Les cartes semblent l'annoncer. 409 cartes au total. Et certaines vont vous glacer le sang. Des tours jumelles explosées. Le Pentagone éventré. Des pandémies planétaires. La manipulation des médias, la surveillance numérique et même la réécriture de l'histoire. Et ce n'est pas tout. En 1990, 5 ans avant la publication du jeu Illuminati Nouvel Ordre Mondial, les services secrets américains font une descente musclée dans les bureaux de Steve Jackson Game à Austin, au Texas. Le motif officiel? Une enquête pour piratage informatique. Mais la réalité est beaucoup plus étrange. Les agents confisquent les ordinateurs, les disques durs, les fichiers, les notes, les ébauches du jeu, y compris un manuscrit complet d'un supplément du jeu intitulé GURPS Cyberpunk. Ils bloquent les activités du studio pendant des mois, paralysant son fonctionnement et menaçant sa survie. Aucune inculpation n'a jamais été prononcée. La société finira par porter plainte et la cour donnera raison à Steve Jackson. La perquisition était illégale et les agents avaient violé la liberté d'expression. Mais pourquoi une telle intervention, aussi brutale, envers un simple créateur de jeux? Il y a des gens qui disent que Jackson n'était pas seul, qu'il aurait travaillé avec des hackers du groupe Legion of Doom, qu'il recevait des informations sensibles, qu'il utilisait ses cartes comme un langage codé, un canal indirect pour pouvoir révéler des vérités sans être censuré. Des faits, des coïncidences, des intuitions géniales ou un avertissement camouflé dans un jeu de cartes. Ce qui est le plus étrange, c'est que certaines cartes ne se sont pas encore réalisées. Elles parlent de guerre mondiale, de catastrophes combinées, d'effondrement global, de contrôle total par les intelligences artificielles et d'un monde qui lentement cesse d'être libre. Alors, est-ce que ce jeu prédit l'avenir? Ou ne fait-il que le dévoiler à ceux qui savent regarder? Installez-vous confortablement, mais préparez-vous à être bousculé, à remettre en question ce que vous pensiez acquis, et peut-être à comprendre que ce qu'on appelle l'actualité était écrit depuis déjà très longtemps. Aujourd'hui, on va retourner quelques cartes, pas toutes, juste assez pour avoir un aperçu express. Mais gardez bien ceci en tête. Le jeu que vous allez voir est sorti bien avant les événements qu'il décrit, bien avant que ceux-ci deviennent réalité. Vous êtes sur Nadia et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à donner un petit coup de pouce supplémentaire à ma chaîne en allant sur la nouvelle fonctionnalité Applaudir. Et là, c'est gratuit. Vous pouvez applaudir 3 fois par semaine un de vos créateurs préférés. Donc, donnez-moi des points. On poursuit. 11 septembre 2001, 9h37, heure locale. Un avion frappe le Pentagone, cœur du pouvoir militaire américain. Pourtant, 6 ans plus tôt, en 1995, une carte étrange est publiée dans un jeu. Elle ne montre pas une attaque, elle montre un scénario. Un scénario presque trop précis, une explosion du Pentagone. Comme une projection en avance sur son temps, glissée discrètement parmi 409 autres cartes dans un jeu classé satirique. Alors, je m'interroge. Comment un avion commercial peut-il s'écraser sur l'un des bâtiments les plus sécurisés au monde? Où étaient les radars,
les avions de chasse, les protocoles d'urgence, le bouclier censé protéger le cœur stratégique des États-Unis. Est-ce un échec du système ou une faille autorisée? Le temps que le choc s'imprime dans les esprits? Parce qu'au moment où le Pentagone est touché, la peur prend une autre dimension. Ce n'est plus un attentat, c'est une démonstration. Et dans l'inconscient collectif, une idée s'impose. Si même eux ne sont pas à l'abri, personne ne l'est. Et dès lors, tout devient justifiable. Plus de sécurité, plus de surveillance, plus de contrôle et inévitablement plus de guerre. Pendant que les écrans diffusaient des images de feu et de chaos, le système, lui, se renforçait. Cette carte sortie 6 ans plus tôt me pousse à regarder autrement, à m'interroger, à remettre en perspective. Et si ces cartes n'étaient pas là pour jouer, mais pour préparer l'imaginaire collectif? World Trade Center, 11 septembre 2001, 8h46 du matin. Un premier avion s'écrase contre la tour nord du World Trade Center à New York. 17 minutes plus tard, un second avion percute la tour sud. Le monde bascule. Encore une fois, une carte sortie du jeu de Steve Jackson, imprimée 6 ans plus tôt. Sur cette carte, les 2 tours jumelles. L'une d'elles est frappée en plein milieu, exactement à l'endroit où le premier avion réel a percuté la tour nord. Le dessin est précis, trop précis. Les flammes, la structure, l'angle de l'impact, c'est comme si quelqu'un avait illustré l'événement avant qu'il se produise. Un visuel quasi identique à ce que des millions de personnes ont vu en direct ce matin-là à la télévision. La carte s'intitule « Terrorist Nuke », mais ici, il ne s'agit pas d'une bombe nucléaire. Il s'agit d'un impact ciblé sur un bâtiment à haute valeur symbolique. Alors je regarde encore et je me demande, est-ce le fruit du hasard? Parce qu'après l'effondrement des tours, tout change. Des lois votées dans l'urgence, des guerres lancées sur la foi d'un choc émotionnel, un ennemi invisible et une nouvelle ère de surveillance de masse. Cette carte ressemble trop à l'événement réel qui a eu lieu en 2001. Trop pour être ignorée. Et cette carte-là reste à mes yeux probablement la plus glaçante du jeu. Tsunami, 11 mars 2011, 14h46, heure locale. Un séisme de magnitude 9,1 frappe le Japon au large de la côte nord-est. Quelques instants plus tard, une vague gigantesque s'abat sur la côte pacifique. Elle emporte tout sur son passage. Habitations, véhicules, vie humaine. Près de 20 000 morts, des villes entières englouties et une catastrophe nucléaire à Fukushima Daiichi. Le Japon, pourtant si préparé, est dévasté. Et aujourd'hui encore, je regarde une autre carte, Raz-de-marée. Elle date de 1995, toujours ce même jeu. Sur l'image, une vague massive, un style caricatural mais étrangement évocateur. Elle s'écrase sur un complexe urbain en bord de mer dont les bâtiments évoquent ceux qu'on retrouve au Japon. C'est un lieu côtier, comme précisé dans le texte de la carte. Et le mot utilisé pour désigner l'effet, dévastateur. Et encore une fois, je m'interroge. Le Japon est l'un des pays les plus surveillés, les plus sismiques, mais aussi l'un des plus résistants. Et pourtant, ce jour-là, une vague a tout balayé. Et un site nucléaire a cédé. Dans ce jeu-là, les catastrophes, c'est des cartes à jouer, mais dans la réalité, ça laisse des cicatrices profondes. Donald Trump. Il y a des cartes qui ne représentent pas des lieux, ni des catastrophes, mais des figures humaines. Des cartes qui incarnent ce que certains appellent le Messie moderne et que d'autres considèrent comme la plus grande menace du siècle. La carte s'appelle Charismatic Leader, un homme seul face à une foule en transe. Aucune arme, aucune armure, rien d'autre que sa voix et l'effet qu'elle produit. Et tout de suite, une image me vient, ou non, plutôt un nom, Donald Trump. Président controversé, icône adulée,
ennemi juré du politiquement correct, et pour certains, un sauveur, mais plus certainement un symbole du chaos contrôlé. Et cette capacité à incarner une vérité alternative, peu importe les faits. Qu'on l'aime ou qu'on le redoute, Trump impose. À sa façon, il fait la pluie et le beau temps sur la planète entière. Et depuis son premier mandat, quelque chose en lui a changé. Le ton est plus sombre, le discours plus tranché et l'aura plus dérangeante. Comme si le masque du showman était tombé, laissant place à quelque chose de beaucoup plus dur, stratégique. Aujourd'hui, Trump ne se contente plus de mener une campagne. Il mène un mouvement global. Ses paroles traversent les frontières. Ses slogans deviennent des prières et ceux qui le suivent le font parfois avec la ferveur d'un culte. Alors, cette carte, est-ce une représentation symbolique ou un miroir tendu vers le rôle réel que peut prendre une seule personne dans un monde saturé d'émotions, de peur et de division? Le charisme peut éveiller, mais il peut aussi hypnotiser. Et quand un homme devient le symbole d'un groupe fanatique, comme le précise le texte de la carte, le pouvoir ne vient plus de ses idées, mais de la foi aveugle qu'on lui accorde. Je ne dis pas que cette carte représente Donald Trump, mais je remarque qu'elle lui ressemble. Dans un jeu où tout est stratégie, influence et manipulation, le charisme est peut-être la plus redoutable des armes. Et puis c'est pas fini. Il y a une autre carte. Assez, c'est assez. Un homme en colère, le visage déformé par un cri, la bouche grande ouverte, prête à gifler l'univers à coups de mots. Et là, plus besoin d'interprétation. Le portrait est incroyablement précis, impossible de ne pas penser immédiatement à Donald Trump. Et pourtant, cette carte a été imprimée en 1995. Comment est-ce possible? Comment un simple jeu de cartes peut-il dépeindre avec une telle justesse? Des années à l'avance. Dépeindre l'homme qui allait redessiner la politique mondiale? J'ai pas de réponse. Mais je me pose simplement une question. Quel rôle joue réellement Donald Trump sur l'échiquier mondial? Parce qu'il est quand même représenté 2 fois dans un jeu intitulé Nouvel ordre mondial. Est-ce une pièce du système? Est-ce l'opposition contrôlée? Ou un levier parmi tant d'autres, activé au bon moment pour provoquer un choc, une division, un basculement? Parce que croyez-moi, dans ce jeu-là, rien n'est innocent. Chaque carte a un effet, chaque action a un coût, et chaque leader a un rôle bien précis à jouer. Alors, comme vous avez pu voir, je vous ai présenté 3 cartes, 2 dont les événements se sont produits le 11 septembre 2001. L'autre, ça s'est produit le 11 mars 2011. Le séisme était de 9,1. L'étrange récurrence du nombre 11 dans ces événements marquants soulève des questions sur les forces à l'œuvre derrière l'histoire. Si on additionne 11 3 fois, on obtient 33, un nombre symbolique qui correspond aux 33 degrés de la franc-maçonnerie. En poussant la réflexion plus loin, si on ajoute ce 33 obtenu au 3 fois 11, on arrive à 66. Le nombre 33 en franc-maçonnerie correspond au degré le plus élevé, symbole d'illumination et de connaissance suprême. Le nombre 66, lui, est parfois associé à des connotations plus sombres, notamment dans certaines interprétations qui voient une référence voilée au chiffre de la bête, 666. L'idée, c'est que ces nombres auraient des significations cachées et qu'ils apparaissent dans certaines structures ou événements pour rappeler l'influence de sociétés secrètes ou d'ordres ésotériques. Maintenant que mon ami de chat vous a parlé, j'espère que vous êtes un peu mieux éclairés. On continue, j'ai d'autres cartes pour vous. On est rendu à une des cartes très intéressantes du jeu, ça parle de la pandémie. Le COVID-19. Et oui, tout a débuté, encore une fois, en date du 11, le 11 mars 2020. Et tout a commencé avec, à travers le monde, 33 cas. À ce moment précis, nous sommes au total de 33 personnes confirmées positives. Test pour le virus. Hier, nous avons eu 22 cas. Aujourd'hui, nous avons 33 cas, donc il a augmenté de 11.
Cela a entraîné 11 nouveaux cas, ce qui est passé de 22 à 33. Alors que nous strions cette question aujourd'hui en Arkansas, nous avons 33 cas positifs confirmés dans l'Arkansas. Actuellement, Boston compte 33 cas confirmés parmi ses habitants. Nous attendons à ce que ces chiffres augmentent. Cet après-midi, nous avons 33 Pennsylvaniens testés positifs au COVID-19. Donc, ce matin, il y avait 33 cas en Caroline du Nord. Merci infiniment. Il reste de nombreux sujets à traiter ce soir. Nous prévoyons de partager des informations mises à jour dans la salle de presse ces dernières heures. À ce moment, le Michigan enregistre 33 cas avérés de coronavirus. Bonsoir à tous. Merci d'avoir suivi notre info de 6 heures. Je suis Richard Guérard. Karina Corral est congé ce soir. D'autres cas de coronavirus ont été confirmés aujourd'hui à San José, dans le comté d'Obispo, portant le total à 33. À l'heure actuelle, 99 cas ont été signalés en Géorgie. En 19 ans, Incomptés. 7. 33 nouveaux. Bon après-midi, Karen Swenson. De plus en plus de cas et de plus en plus d'incidents sont touchés. Voici les dernières actualités du coronavirus. En Louisiane, comme prévu, les cas atteignent le chiffre de 33. C'était prévu. 19 nouveaux cas apportent le total à 33 personnes diagnostiquées dans notre État. Le 4e jour de confinement sanitaire voit, dans le comté de San Luis Obispo, 6 cas s'ajouter pour atteindre les 33 cas confirmés. Les militaires agiront avec correctitude et respect, sans exception. Voilà les derniers développements. Le nombre de cas confirmés de COVID-19 dans le Rhode Island a augmenté de 33. Le monde s'arrête. Des villes entières se vident, des frontières se ferment, et un mot refait surface dans tous les esprits. Quarantaine. Mais cette carte, comme les autres, date de 1995. Elle s'intitule sobrement « Épidémique ». Et quand on la regarde aujourd'hui, à la lumière des événements récents, le malaise est immédiat. Un masque N95, des gants stériles, un flacon de désinfectant, un vaccin prêt à l'emploi et en arrière-plan, une croix rouge, symbole universel de l'urgence médicale. Le mot quarantaine est écrit en majuscule comme une sentence et juste derrière, des cadavres recouverts, allongés comme des ombres silencieuses. Mais il y a un détail troublant. Dans cette carte, on ne voit aucun virus. Rien qui évoque un pathogène identifiable. Pas de microbes, pas de contagion, pas d'origine. On voit une seringue. Et les conséquences. La peur, l'isolement, la mort. Mais surtout la réponse organisée. Parce que dans cette carte-là, c'est pas la maladie qu'on met de l'avant. C'est le traitement institutionnel. La structure, les outils, les objets. Comme si l'épidémie était déjà encadrée, déjà planifiée. Et cette phrase inscrite dans le texte. L'attaque dévaste la cible, mais ne la détruit pas réellement. Une précision inquiétante. Comme si le but de l'épidémie n'était pas d'anéantir, mais de perturber, de paralyser, d'affaiblir durablement. En 2020, les peuples du monde entier ont vécu un bouleversement collectif. Mais dans ce jeu publié 25 ans plus tôt, ce bouleversement existait déjà. Une carte, une image, une stratégie. Est-ce une pure coïncidence, une prédiction ou l'expression symbolique d'une logique qui dépasse un simple hasard? Et puis il y a eux, nous, vous, les fous, les paranos, ceux qu'on caricature avec des schémas, des flèches dans les yeux, des triangles, des photos reliées par des fils rouges. Pendant des années, ils ont été tournés en dérision jusqu'à ce qu'un virus apparaisse et que le monde se ferme et que des questions commencent à déranger. Et là, certains ont commencé à écouter, d'abord par curiosité, puis avec sérieux. Parce que sans l'admettre publiquement, on s'est rendu compte que certains avaient vu juste sur la censure, sur les intérêts financiers, sur les laboratoires, sur le contrôle. Et aujourd'hui, quand je regarde cette carte, je ne vois plus une caricature, je vois une figure centrale dans un jeu qui, encore une fois, semble avoir tout prévu. Voici ce que l'on peut lire sur la carte. Ce groupe sans pouvoir et largement moqué est pourtant prisé par les Illuminati, car leurs délires contiennent souvent des idées utiles. Le jeu dit clairement que les délires des conspirationnistes peuvent servir le système, pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils ont parfois raison, ou du moins parce qu'ils touchent quelque chose de vrai avant tout le monde. Et plus loin, il est écrit, lorsque vous contrôlez ce groupe, vous pouvez conserver une carte de complot supplémentaire en main. Autrement dit, les Illuminati eux-mêmes trouvent un intérêt stratégique à surveiller, voire à manipuler les conspirationnistes. Ils sont utiles, parfois malgré eux.
Et là, la boucle est bouclée, parce que ceux qu'on traite de fous sont souvent les premiers à alerter. Et ceux qui se moquent sont souvent les derniers à comprendre. Je dis pas que toutes ces théories sont vraies, mais je dis qu'on a tort de balayer du revers de la main, surtout quand des années plus tard, les choses se confirment. Dans un monde saturé d'images, de récits et de manipulations, peut-être que ceux qu'on appelle complotistes sont juste des gens qui refusent de jouer avec les yeux bandés. Et dans ce jeu, apparemment, même ça, c'était prévu. Télévision par câble. Et dès les premières lignes, le ton est donné. Chez nous, vous êtes au premier rang. Pour chaque personnalité présente dans votre structure de pouvoir, le pouvoir de la télévision par câble augmente. Autrement dit, plus vous avez de visages à montrer à l'écran, plus votre influence devient massive, parce que la télévision, dans ce jeu, n'est pas juste un média. C'est une arme de contrôle narratif, une extension du pouvoir, un outil pour formater des masses, orienter les idées, maintenir l'illusion du choix. Dans la mécanique du jeu, cette carte dit que vous avez des personnalités sous votre contrôle. Plus le pouvoir de la télévision augmente jusqu'à influencer d'autres groupes. Ce n'est pas la télé qui a le pouvoir, ce sont les gens qu'elle met de l'avant. Et quand on regarde l'image, on voit un homme seul de dos. Il regarde un mur d'écran. Chaque écran diffuse une scène différente. Des soldats, présidents, dictateurs, des catastrophes naturelles, des monstres, des morts, des squelettes, des conflits, la guerre, la peur, la distraction, le choc, le chaos version télévisée. Et l'homme, lui, ne bouge pas. Il ne contrôle rien. Il absorbe l'énergie négative. Parce que la télévision ne nous informe pas. Elle cadre, elle choisit, elle met en scène. Elle ne dit pas ce qui est vrai, elle dit ce qui doit être cru. Et c'est là que la carte devient prophétique. Elle nous dit que le pouvoir ne passe plus par les armes, mais par les images. Que les guerres modernes ne se gagnent plus sur les champs de bataille, mais dans les esprits. Aujourd'hui, les conflits sont scénarisés comme des séries. Les hommes politiques deviennent des influenceurs, les catastrophes deviennent des programmes du quotidien, et nous, on regarde depuis notre canapé, au premier rang, comme le dit la carte. Et celui qui contrôle les écrans contrôle les émotions. Et celui qui contrôle les émotions oriente les décisions. Projecteur de tremblement de terre. Elle représente un dispositif étrange, une sorte de canon technologique pointé vers le sol. À côté, des immeubles s'effondrent, une ville secouée, des ondes sismiques rouges jaillissent comme un électrocardiogramme en panique. Et en bas, on lit ceci. Cet appareil peut être utilisé une fois par tour. Il augmente la puissance de toute attaque visant à détruire un lieu ou de toute carte de catastrophe. Donc, ce que cette carte suggère, c'est qu'il existe une technologie capable de déclencher ou d'amplifier un tremblement de terre. Et que ce phénomène peut être utilisé comme une arme stratégique dans le cadre d'un plan d'action précis. Fiction? Peut-être. Mais le parallèle avec le réel donne à réfléchir. Car aujourd'hui, la planète tremble plus que jamais. Et de plus en plus fort. Séismes en Turquie, en Syrie, en Afghanistan, au Japon, au Maroc, en Haïti, en Russie, des catastrophes qui frappent souvent des régions instables ou géopolitiquement sensibles. Alors, encore une fois, je m'interroge. Est-ce que toutes ces secousses sont naturelles? Ou certaines pourraient être provoquées ou même amplifiées? La question qui dérange, mais elle n'est pas nouvelle. Depuis des années, des brevets existent autour de la géo-ingénierie sismique, du réchauffement local des couches tectoniques, ou encore dans l'émission ciblée d'ondes à haute fréquence pour provoquer des réactions dans la croûte terrestre. Certains pointent du doigt des installations comme HAARP en Alaska, un programme d'étude de l'ionosphère. Officieusement, une arme à fréquence qui fait fantasmer ou plutôt frissonner. Et cette carte, encore une fois sortie en 1995, vient ajouter une pièce au puzzle. Pas en tant que preuve, mais comme un scénario symbolique, un avertissement codé peut-être, ou une reconnaissance silencieuse de ce qui pourrait exister dans l'ombre. Ce qui est certain, c'est que dans le jeu, ce projecteur de séisme n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une action, un gadget,
un moyen d'augmenter la destruction avec précision. Je remarque que cette carte semble suggérer que dans ce jeu, certaines catastrophes sont planifiées. Et quand on regarde le monde, on se demande si le jeu n'est pas si éloigné de la réalité. Complexe militaro-industriel. Sur cette carte, 2 hommes en uniforme, un militaire, l'autre un cadre costumé, fument le cigare satisfait. Leur ressemblance est frappante, presque interchangeable. L'un incarne la guerre, l'autre le profit, mais dans ce jeu, ils ne sont plus 2 forces distinctes, ils ne font qu'un. Et le texte sur cette carte. Le gouvernement et les intérêts corporatifs sont désormais pratiquement identiques. Tous les groupes corporatifs sont désormais considérés comme gouvernementaux. En d'autres mots, les frontières entre États, armées, entreprises, industries de l'armement et politique ont été effacées. Ce que dénonçait le président Eisenhower en 1961 sous le nom de complexe militaro-industriel devient ici un fait accompli. Plus besoin de cacher les choses. Le jeu dit que tout est fusionné, mais je dois faire un pont avec les QAnon qui inversent le récit. Dans ces théories les plus discutables, le complexe militaro-industriel n'est plus le problème, il devient la solution. L'armée est présentée comme l'ultime recours à l'état profond. Les chefs militaires, des héros silencieux qui préparent une contre-attaque. Et Trump, un envoyé providentiel, le commandant d'un plan secret pour sauver la nation. Et tout cela est diffusé par des influenceurs, certains bien établis aux États-Unis et d'autres au Québec. Et l'un d'entre eux martèle de discours jour après jour, trouve des excuses, trouve toujours que le plan doit être expliqué à sa façon pour pouvoir maintenir les gens dans un chaos interne, global, total et justifier l'inaction. Ils y vont à coups de live, avec des révélations exclusives et de fausses urgences permanentes. Mais ce que ce narratif opère en douce, c'est une bascule idéologique, de citoyens informés à soldats d'un récit, de sceptiques à croyants, de conscients critiques à pions d'un plan qu'on ne connaît même pas. La carte, elle, ne ment pas. Elle ne dénonce pas, elle décrit. Chiole pas, je constate. Un monde où pouvoir politique et pouvoir économique sont 2 faces d'un même masque. Un monde où les décisions se prennent loin des urnes et plus près des usines à missiles. Et pendant que certains rêvent d'un sauveur dans les rangs de l'armée, les cigares continuent de brûler doucement. Dans les salons feutrés du pouvoir et sur certains terrains de golf aux États-Unis. Quand le monde devient fou, les fous deviennent des professionnels. C'est pas moi qui le dis, c'est Hunter S. Thompson. Et cette carte du jeu Illuminati le confirme. Elle s'appelle « Les Bizarres Pass Pro ». Et ce n'est pas un délire dans le jeu de cartes, c'est la réalité actuelle. Avant, le bizarre était marginal. Aujourd'hui, il est institué, défendu, subventionné. Autrefois, on parlait de folie, de dérive, de confusion. Aujourd'hui, on parle de courage, de déconstruction, de progressisme. Tu veux un exemple? Tu crois être un chat? Ben, on va te mettre une litière dans une école. On est littéralement passé d'un monde avec des repères à un monde où plus rien ne se dit sans précaution, sans peur, sans heurter les sensibilités. Et ça, c'est pas l'évolution, c'est une glissade. Et cette carte dit sans le dire, c'est que le chaos n'est pas venu seul. Il est stylisé, marketé, puis vendu comme la nouvelle réalité. Et qui l'a propulsé? Le gouvernement. Aujourd'hui, si tu remets en question cette dérive, tu es radical. Mais si tu cries « Je m'identifie à une pizza 4 fromages », t'as ton moment de gloire sur TikTok. C'est ça, le vrai Weird Turn Pro. Mais attention, cette carte, elle dit autre chose de plus dangereux. Ceux qui étaient marginaux sont devenus puissants. Et une fois qu'ils ont du pouvoir, ils ne veulent plus qu'on les appelle marginaux. Ils veulent devenir les nouvelles normes. On est en train de passer de citoyens à soldats d'une idéologie confuse,
de penseur à suiveur d'un chaos emballé dans le marketing militant. En une carte, et la carte te balance froidement. Quand tout devient étrange, les plus étranges prennent le contrôle. Et si tu regardes autour de toi, le grotesque est devenu glamour, le rationnel est devenu oppressif et le bon sens, une micro-agression. Bienvenue dans le monde où le bizarre a mis son costard-cravate. Et où toi, si tu poses trop de questions, tu passes pour un fou. Mais ne t'inquiète pas. Dans ce jeu-là, c'est peut-être toi qui es encore sain d'esprit. Sur cette note de lucidité, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, vous pouvez booster mes vidéos en l'applaudissant, ça serait très apprécié. C'est une nouvelle fonctionnalité YouTube et vous pouvez vous en servir 3 fois par semaine, c'est totalement gratuit. Regardez juste en dessous, à côté du petit cœur, merci. Puis si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi me dire merci. N'oubliez pas non plus de liker. On a vu la pointe du iceberg du jeu Illuminati de Steve Jackson. Mais si le sujet vous plaît, si les likes explosent, que les partages circulent, que les commentaires s'enflamment, alors peut-être qu'une partie 2 verra le jour. Il n'en tient qu'à vous. Et maintenant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si c'est le cas, écris NWO dans les commentaires, juste pour voir si tu es resté jusqu'ici. Et surtout, n'oubliez pas une chose extrêmement importante. Je vous aime. Ciao, ciao tout le monde.